Bonjour à tous, nous sommes le lundi 6 juillet et pour commencer le journal du jour, nous allons évidemment parler de la performance de la Norvège face au Brésil. Un Brésil qu'on sentait moribond, mais pour autant, le Brésil a tellement de talent individuel qu'on ne pouvait pas s'empêcher de dire qu'il débutait ce match avec un statut de favori. Un statut de favori qui ne protège pas au cours de ce mondial, on l'avait déjà moult fois, surtout quand un Erling Haaland en face, un Haaland qui est absolument monstrueux au cours de cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde qui, plus ça va, plus elle se dirige vers un dernier carré qui pourrait avoir une gueule d'euro. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais finalement les sélections européennes sont très largement au rendez-vous. Moi qui misais sur les sélections africaines, on ne peut pas dire que j'ai eu vraiment le nez creux. On parlera également de la rencontre entre l'Angleterre et le Mexique, une nouvelle fois une sélection européenne qui se qualifie pour la suite de l'aventure, mais attention, je vais saluer cette sélection mexicaine parce que les Mexicains ont pratiqué un football qui mérite d'être applaudi durant cette Coupe du Monde 2026. C'était un excellent match et franchement, que vous l'ayez maté en replay à une heure pas possible, que vous soyez levé tôt, que vous soyez couché tard, on sait même plus avec ses horaires, je pense que vous ne l'avez pas regretté si vous avez vu le match. On reviendra très rapidement sur quelques caractéristiques du match entre l'équipe de France et le Paraguay, un match qui a été éprouvant, un match qui a été détestable. Honnêtement, j'ai pris aucun plaisir devant. On parlera d'arbitrage de Balogun, de la FIFA et de Donald Trump, un petit scandale qui se dessine, pour pas dire un grand scandale. Et enfin, on terminera le journal du jour en parlant de la situation médicale d'Aurélien Tchouaméni et des Bleus. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Vous avez quel âge? Non, parce que si vous avez plus de la trentaine, ou si vous avez la trentaine, le Brésil, normalement, pour vous, ça veut dire quelque chose. On imagine le football quand on imagine le Brésil. Mais si vous avez 20 ans, qu'est-ce que vous pensez du Brésil? Dites-le moi en commentaire, parce que je me dis, quelqu'un qui aujourd'hui a 15 ans, quelqu'un qui a 20 ans, il voit le Brésil comme une équipe complètement pétée, qui ne cesse de décevoir, qui a du mal à se construire de manière cohérente, et on en a eu une nouvelle confirmation au cours de cette Coupe du Monde 2026. Erling Haaland a complètement crucifié les espoirs brésiliens, et ça a été un véritable drame pour toute une nation. Mais finalement, est-ce que c'est si illogique que ça? Au regard du contenu du match, pas du tout. Ça a donc fait 1-2, qualification norvégienne, voici les compos qui étaient alignés. Doublé d'Erling Haaland, 2 buts ici, 7 en 4 matchs durant ce mondial, 62 en 54 sélections avec la Norvège et franchement c'est un joueur exceptionnel. Son premier but, il domine de la tête Gabriel de façon exceptionnelle, son sens du placement est très bon, il empêche totalement le défenseur brésilien qui est pourtant un sacré client de se mettre en opposition et c'est une leçon qu'il a l'air de donner à un petit tout simplement. Et sur le second but, c'est une frappe à ras de terre qui certes est belle, mais ici c'est peut-être plus la défense du Brésil que je pointerais du doigt, où je trouve qu'il y a un vrai manque d'agressivité qui était assez criant et qui était préjudiciable. Mais en fait, ce qui m'a marqué, moi, c'est que je disais que le Brésil était favori au départ, mais on était quand même beaucoup à se dire qu'il fallait pas sous-estimer la Norvège, et qu'en plus le Brésil, oui, c'est plus le Brésil des années 2000, c'était clairement une équipe qui montrait des failles. Mais alors de là à imaginer une rencontre où tu avais une possession norvégienne à hauteur de 66%, en fait c'est simple, les Norvégiens, ils ont joué sans complexe, t'avais vraiment l'impression que c'était le Brésil, la petite équipe, et la Norvège qui tentait parfois quelques petites passes audacieuses, et vous savez ce qui est le pire finalement, c'est que Odegaard, c'est un des joueurs phares de cette Norvège, il fait pas un match exceptionnel. Berger, son coéquipier au milieu de terrain, il sort une plus grande rencontre. Donc en fait, la Norvège a dominé ce match alors qu'ils étaient même pas dans la forme de leur vie. On pourra toujours parler de Nyland qui a fait un match exceptionnel, il arrête notamment le penalty de Bruno Guimaraes, mais finalement ce Brésil, il a eu des occasions de remporter le match, il a eu des occasions de montrer un meilleur visage, mais il y était pas du tout, c'est insuffisant globalement, et pourtant c'est même pas le plus mauvais match de la Coupe du Monde du Brésil, très loin de là. Donc le penalty de Guimaraes qui a été repoussé par Nyland, je l'ai dit, c'est l'autre homme du match, le gardien norvégien, en plus d'Erling Haaland, et finalement le Brésil, ils ont 2,61 expected goals, il y a 1,58 qui viennent des deux pénaux, mais tout de même, et justement deuxième penalty, parlons de l'entrée de Neymar qui est rentré pour mettre ce penalty, des tensions avec le gardien, du chambrage, Neymar va même jusqu'à mettre un coup d'épaule à un joueur norvégien à un moment au cours de la rencontre, et pas au cours du jeu, vraiment à un moment où c'est totalement gratos, et à la fin tu te retrouves avec les larmes de Neymar, et c'est assez symbolique du Brésil finalement, c'est que ce Brésil il est paumé, ce Brésil il a du mal à se reconstruire, ce Brésil il a appelé Neymar alors que Neymar il enchaîne les blessures et que si on est sérieux 2 minutes il est finito pour le haut niveau, et certes on pourra toujours se dire c'est terrible de voir Neymar une fin de carrière comme ça, lui qui a tant porté le Brésil, mais Neymar sa fin de carrière ça fait 5 ans qu'on l'observe en fait.
Et le voir dans ce Brésil ici, même s'il a qu'un statut de remplaçant, ça en dit long, parce qu'à sa place, t'aurais pu avoir João Pedro, qu'aurait peut-être apporté. Donc une rencontre où la Norvège mérite amplement sa qualification, une petite nation qui est en train de marquer l'histoire, Erling Haaland le premier. Le prochain tour sera face à un adversaire très relevé, à savoir l'Angleterre. J'ai envie de dire bonne chance, mais qui sait, la belle histoire peut se poursuivre. Le Mexique était pas loin de l'exploit à domicile, vraiment pas loin du tout, et j'ai envie de dire félicitations aux Mexicains qui, une nouvelle fois, ont fait honneur à leurs spectateurs et qui à domicile étaient absolument redoutables. Les Anglais ont failli en faire les frais, mais à mon goût, on a eu deux choses qui ont fait la différence, le réalisme des Free Lions et aussi un coaching et un sang-froid très très bien mis en œuvre par Thomas Tuchel. Voici les compos qui étaient alignés pour ce 2-3 en faveur de l'Angleterre, et j'ai beaucoup aimé le triangle d'attaquants mexicains. Dieu sait que l'Angleterre a des arguments, mais défensivement, ça fait quand même quelques rencontres où je me dis que c'est un peu fébrile pour notre voisin, et en plus de ça, ils se sont retrouvés réduits à 10 durant quasiment toute une mi-temps. Et ça a été très compliqué et tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de joueurs qui se sont retrouvés assez exposés. Et pour autant, il y a eu une bonne réaction. Thomas Tuchel a mis en place une défense à 5, il a fait du coaching de joueurs qui était pertinent, certes des choix conservateurs mais qui faisaient sens, et ça a donné en fait un scénario assez invraisemblable où tu t'es retrouvé avec le Mexique qui avait le contrôle du match, le contrôle du ballon, le plus gros volume d'occasions, alors que l'Angleterre était immense favori. Mais la grande différence entre l'Angleterre et le Mexique, c'est que l'Angleterre a converti ses occasions. T'as le Prince Harry qui se retrouve à faire un centre qui devrait jamais passer. Il n'y a peut-être pas assez de contre de la part des Mexicains sur ce coup, mais que Bellingham arrive à reprendre. Le même Bellingham qui a aussi mis un but auparavant. Et finalement, moi, cette Angleterre, je me dis qu'ils ont quand même tellement d'arguments offensifs, ils ont tellement de talent que même s'ils ont quelques petites failles en défense, il faut aller les chercher. Et ça, c'était typiquement le genre de match piège où l'Angleterre aurait pu se faire avoir, parce que les Mexicains étaient un adversaire ô combien redoutable. Quand on regarde l'intégralité de la Coupe du Monde du Mexique, tu peux vraiment te dire qu'ils peuvent sortir fiers, mais encore une fois, désormais, t'as plus Southgate sur le banc, t'as Thomas Tuchel, et pour moi, ça change beaucoup de choses. Place désormais au match qui va être extrêmement complexe contre la Norvège, mais je pense pas trop me planter en disant que sur le papier, l'Angleterre est favori. Mais après, sur le papier, ça fait une belle jambe. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur le match face au Paraguay? On est d'accord, on a tous pété un câble devant cette rencontre. L'arbitrage était catastrophique. Alors oui, je sais, c'est une Coupe du Monde où t'as davantage tendance à laisser jouer, où tu sanctionnes peu les joueurs, mais les seuls joueurs sanctionnés de carton ont été des Français, alors que les Paraguayens ont massacré les Bleus durant toute une partie de la rencontre. Et par pitié, ne me dites pas que c'était la même chose face à l'Allemagne. Les gens qui disent ça sont de mauvaise foi ou n'ont pas regardé la rencontre face à l'Allemagne, parce que le Paraguay proposait bien plus de choses. Mais c'est intéressant en termes de constat pour l'équipe de France, parce que moi je reste sur l'avis que j'avais déjà donné avant même ce match. Pour réussir à remporter une Coupe du Monde élargie, ce qui est désormais ce mondial, il faut être capable de sortir des petites équipes qui, face à un gros favori, vont jouer bloc bas, vont jouer avec leurs arguments, c'est-à-dire beaucoup d'agressivité, vont essayer de gagner du temps, et c'est ce qu'on a vu face au Paraguay. On a vu une équipe qui certes était détestable, mais a eu un plan qui était pas non plus à des années-lumière de fonctionner, même si de mon côté ça m'a complètement fait câbler. Et j'ai envie de saluer le travail des Bleus là-dessus, parce qu'on dit beaucoup qu'on a énormément de talent en équipe de France, et évidemment c'est vrai. Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, ne serait-ce que ces 3 attaquants, ce sont 3 attaquants majeurs du football mondial, des vrais techniciens qui ont énormément de talent, mais les Bleus, c'est également une équipe de laborieux, et j'ai l'impression que Didier Deschamps a très très bien préparé sa team à ça, parce qu'on a notamment parlé du fait dans la presse que ça sifflait un peu moins les fautes à l'entraînement, qu'il y avait toute une mise en garde sur le fait que l'adversaire allait avoir cette approche tactique, et dans un match où je pense qu'on est de très nombreux Français à avoir pété un câble devant la télévision, les Bleus, eux, ils sont restés droits dans leurs bottes. Ils n'ont pas répondu aux insultes, ils n'ont pas répondu aux contacts physiques violents. Moi, je le voyais venir, le petit carton rouge à la noix que tu prends en toute fin de rencontre parce que t'as un Bleu qui s'énerve, qui s'agache, dont les nerfs ne tiennent pas. Mais finalement, ils ont été très pros. Et ça, il faut le saluer parce que l'équipe de France a de nombreuses qualités. Mais en plus d'être une équipe de techniciens, c'est également une équipe qui aujourd'hui a une grande maturité. Et ça, on l'a vu face au Paraguay, et c'était pas un match qui comptait pour du beurre, contrairement à ce que disent certains, parce que c'est une qualité rare qui est de plus en plus nécessaire.
Alors Donald Trump qui contrôle la FIFA, là ça commence à se voir, hein. C'est un petit peu gros, les mecs vous pouvez au moins faire semblant. Si vous n'avez pas suivi l'affaire, on va tous être supporters de la Belgique puisque Florian Balogun était censé être suspendu face aux Belges, mais il y a eu un petit coup de fil de Donald Trump à la FIFA, et c'est pas une façon de parler, hein. C'est directement le New York Times qui nous informe de ça, pour dire que le carton rouge de Balogun devait être retiré, qu'il avait été donné très sévèrement et que le joueur n'aurait pas dû être suspendu. Alors on peut juger la sévérité ou non du carton rouge de Balogun, mais moi j'ai envie de dire que c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que ça fait 60 ans que tu n'avais pas eu de correction d'arbitrage de ce type et que bien évidemment ça fait tâche quand on a une qui déjà ne fait pas suite à une erreur manifeste, mais en plus intervient pour le pays organisateur sur un coup de fil direct de Donald Trump. C'est quelque chose qui ne serait pas arrivé si ça avait été un attaquant belge qui avait été suspendu. À aucun moment la FIFA serait revenue sur cette décision. Donc évidemment, tu encourages les USA en faisant ça. Et vous savez ce qui est le plus grave, c'est que non seulement il y a la présence de Balogun sur le terrain qui déséquilibre un petit peu ce qui était prévu sportivement à la base, mais en plus ça jette un doute sur tout l'arbitrage de la rencontre. À la moindre faute qui ne sera pas sifflée, et à la moindre décision qui sera en la faveur des États-Unis, tout le monde se dira que bien évidemment c'est la pression de Donald Trump et des États-Unis qui fonctionne sur l'arbitrage, et ça va gâcher le match. Donc c'est absolument terrible, ça jette le doute sur toute la compétition. Moi j'étais déjà pour les Belges à la base, mais inutile de vous dire que ça me pousse d'autant plus à être derrière Kevin De Bruyne, Rudy Garcia, Lukaku et compagnie. Bon, on va peut-être devoir se passer de Tchouaméni face au Maroc, et croyez-moi, c'est une plus mauvaise nouvelle que ce que vous pensez. Il était déjà absent face au Paraguay, il a une lésion qui fait que selon le journal L'Équipe, sa présence est, je cite, très incertaine. Alors, je dis pas ça parce que j'apprécie pas Manu Koné. Manu Koné est un joueur excellent, il peut parfaitement dépanner, mais en fait, c'est une question de profil. Face à une équipe qui présente une grosse adversité, un gros pressing et un milieu de terrain efficace, typiquement ce que va nous opposer le Maroc selon moi, eh bien t'as besoin d'un profil à Tchouaméni. Koné, c'est un petit peu comme Rabiot, ce sont des joueurs polyvalents certes, mais qui brillent surtout dans la projection. Tchouaméni, quand il est utilisé par Deschamps avec l'équipe de France, il va être le maître du tempo, il va réussir à calmer le jeu quand il faut, il va être un petit peu plus reculé, ça va être une sentinelle, comme disait à l'époque Laurent Blanc, ça va être la garantie de la structure et de la stabilité de ton équipe dans des matchs où tu es susceptible de subir au milieu de terrain, et je pense que le Maroc a la capacité de nous faire subir au milieu de terrain. T'as besoin de Tchouaméni. Alors là, tu devras faire 100, ce sera sûrement une paire Koné et Rabiot qui sera titularisée si jamais Tchouaméni n'est pas opérationnel, comme le sent le journal de L'Équipe. Mais en plus de cette absence directe, ça crée un problème indirect, c'est celui du banc. Parce que tu pourras potentiellement avoir un changement à faire au cours de la rencontre. Il n'y a pas de milieu de terrain pur qui est rentré face au Paraguay. Face au Maroc, tu auras peut-être un schéma un peu différent, tu auras peut-être besoin de ce remplacement, et là il faudra faire intervenir soit Kanté, soit Zahir Emery, deux joueurs que j'apprécie énormément. Je suis dévasté par le fait que Zahir Emery n'ait pas la moindre minute de jeu, mais deux joueurs qui rentreraient dans la compétition au cours d'une phase finale décisive contre une équipe redoutable qu'est le Maroc. C'est pas la configuration idéale, donc je suis curieux de voir comment va évoluer l'état médical de Tchouaméni. Ça fait pas que je suis pessimiste pour l'équipe de France, bien évidemment, mais il faut quand même se rendre compte que c'est une vraie mauvaise nouvelle. Au-delà de la qualité du joueur, il y a une question de profil, il y a une question de temps de jeu qui avait été donnée auparavant au banc, qui aujourd'hui te revient un petit peu dans le visage. Terminé pour le journal du jour. Cet après-midi, je n'ai pas encore tranché le sujet que j'allais évoquer, parce que finalement on a eu beaucoup de rencontres intéressante au cours de ce week-end. Bon, on n'a pas eu autant de matchs que durant le tout début de la compétition, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même beaucoup de sujets à évoquer. On va avoir le très gros match ce soir entre le Portugal et l'Espagne, dont évidemment j'aurais envie de parler, mais c'est un peu tard pour vous faire l'avant-match, mais j'en parlerai sûrement demain. Bref, je suis un peu en train de faire le Tetris avec mon planning, donc vidéo aux alentours de 17h, je vous en dis pas plus. Kiffez bien votre journée, salut.